à tous. Euh, alors, tu es syndicaliste. Comment ça s'appelle? Alors, juste, voilà. Je suis désolé, je te mettais en plein écran parce que Pas de souci. ça bouge de partout. Tu es syndicaliste, tu travailles dans la restauration collective. Oui, c'est ça, voilà, je suis syndicaliste, je suis salarié de la restauration collective. Donc, je travaille moi-même dans la restauration collective depuis de nombreuses années. Et parallèlement à la restauration collective, mon engagement syndical me permet aussi de côtoyer beaucoup de gens, c'est une volonté de notre organisation syndicale, beaucoup de gens qui, eux, sont au contraire dans les TPE dont on parlait tout à l'heure, les petites entreprises où ils ont l'impression qu'un syndicat ne peut pas grand-chose pour eux, qu'il est difficile de se syndiquer. Et donc, effectivement, on a réfléchi à comment mettre des choses en place pour que ces gens-là ne soient pas oubliés et puissent être accompagnés au mieux dans ces entreprises qui sont majeures pour notre pays, même si effectivement la politique libérale ne va pas dans ce sens. Mais alors, quand tu dis la restauration, c'est-à-dire que ça va du, du food truck au McDo en passant par les gros restos d'entreprises type Sodexo, ou c'est tout ce périmètre-là, ou il y a d'autres choses qui rentrent là-dedans? Les Oui, cantines voilà, il y a, scolaires, il par y a- il y a exemple. deux choses, il y a deux choses qu'on peut mettre en opposition, si tu veux. Moi, je suis salarié de la restauration collective pour une grosse entreprise française. Euh, donc, effectivement, au niveau droit du travail, dans certaines de ces entreprises, c'est assez bien respecté, puisque le poids des syndicats, notamment dans la mienne, est très important. On a un taux de syndiqués qui est très important. C'est pas le cas dans d'autres sociétés de la restauration collective, hein, qu'elles soient françaises ou anglo-saxonnes, où là, par contre, c'est un peu plus différent. Donc d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, effectivement, il y a les petites entreprises de la restauration dite traditionnelle, du burger du coin, etc. Donc les problématiques sont totalement différentes, et malgré tout, aujourd'hui, par la pénurie de personnel, je dirais, les problématiques tendent à se rejoindre. Pardon, je suis désolé, je ne sais pas Il n'y a qu'est-ce pas qui de s'est souci. passé. Et donc les problématiques se rejoignent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, autrefois, la personne qui rentrait dans la restauration collective, elle savait que le salaire ne serait pas attrayant, mais elle se disait, bon, je vais travailler du lundi au vendredi. Je vais peut-être pas travailler le soir, sauf en santé, bien sûr, hein, sauf en clinique. Mais si je suis dans un site en entreprise ou dans un site en éducation, ça sera un confort de vie. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, hein, parce qu'on leur demande d'avoir une prestation alimentaire qui n'est plus celle du modèle du self d'il y a quelques années. Il y a eu le Covid qui est passé par là et on a vu que les habitudes alimentaires des gens ont également changé. Donc aujourd'hui, on est tous confrontés à la pénurie de main-d'œuvre. Et donc, il y a effectivement eu un impact salarial positif, notamment pour ce qu'on appelle les cuisinants, puisque les cuisinants ont vu leur salaire progresser de manière considérable ces dernières années. Et la problématique principale de la restauration collective, c'est que la seule variable d'ajustement maintenant financière, c'est quoi? C'est justement les salariés. Nous avons les mêmes fournisseurs, quelles que soient les sociétés de restauration collective, les fournisseurs sont les mêmes. Si on prend le modèle allemand, en Allemagne, qui sont nos concurrents? Nos fournisseurs. En France, il y a des gens qui nous fournissent de la marchandise. En Allemagne, ces gens-là apportent le repas prêt, fourni, dans des chariots qu'on n'a plus qu'à brancher sur place. Donc ça aussi, systématiquement, on doit se remettre en cause sur le territoire français par rapport à ça. Tu veux dire qu'il y a une espèce d'oligopole des fournisseurs qui maîtrisent un peu toute une filière. Ça me rappelle la FNSEA, cette histoire. Les grands céréaliers qui maintiennent sous leur coupe tous les petits producteurs et au final qui tirent le truc par le bas et les gens crèvent la bouche ouverte parce que ils négocient, ils font à leur sauce pour leur avantage et les autres, peu importe. Oui, c'est ça. Et du coup, je prends l'exemple d'un contrat récent pour le deuxième ou troisième grand groupe privé de santé privée, hein, de clinique. Une société concurrente
qui est moins généreuse en matière d'avantages sociaux pour les salariés, puisqu'elle n'est pas dans ce qu'on appelle le syndicat national de la restauration collective, où se retrouvent Sodexo, Elior ou le groupe anglo-saxon Compass. Donc, une société avait proposé à ce grand groupe de cliniques privées, eh ben, récupérez vos surfaces de vous, les cuisinants, c'est ce qui coûte cher, mais là, vous n'aurez pas besoin de cuisinants, puisque ce sera juste de la réchauffe. Et donc, vous récupérez vos locaux, et nous, ben, on est juste un prestataire qui vous amène tout ça dans des chariots. Ça, c'est pas fait, mais en même temps, l'entreprise pour laquelle je travaille, pour avoir ce marché, elle a fait quoi? Eh ben, elle a dit, moi, je vous propose quelque chose de différent. On va travailler avec un industriel qui va faire de la nourriture en respectant précisément le sel, le gras, selon les régimes, etc. Et ces barquettes seront livrées de manière surgelée sur les cuisines et remises à température. Donc, ça veut dire qu'aux patients, ben, ils mangent des barquettes industrielles. Alors, certes, ils ont pile la quantité de sel, etc., voulue par les diètes, mais on n'a plus besoin de cuisinier. On n'a besoin que d'employés de service qui procèdent à une réchauffe. On garde un cuisinier pour les salariés de la clinique qui, eux par contre, veulent un bon repas au self, en moment de détente, avec une qualité, bien sûr, qui a été revue à la hausse. Donc, on a une exigence commerciale importante. La variable d'ajustement, c'est le personnel. Parce que, par exemple, on a mis 16 personnes alors que le concurrent va mettre 14 salariés pour faire la même prestation. Et en opposition à ça, on a le client, lui, et les médecins, les infirmières, notamment en santé, qui, eux, veulent une qualité. Donc, on doit recruter des cuisinants qui ont la même qualité professionnelle que la restauration traditionnelle, avec une inflation salariale qui est tout à fait méritée. Alors, juste pour le béotien, quand tu appelles un cuisinant, c'est les denrées ou c'est la personne, le Non, c'est le cuisinier en tant que salarié, oui. donc Voilà, c'est c'est ça. Chez nous, on a des commis de cuisine, on a des cuisiniers, on a des chefs de partie, on a des secondes cuisines. Ensuite, on a un chef de cuisine qui, lui, va commencer effectivement à passer ses commandes, faire ses inventaires, etc. On a une hiérarchie qui est très, très, très précise et une grille de salaire minimale qui est justement en fonction de tous ces postes. Mais est-ce que tu es en train de me dire, parce que ça résonne avec ce que Didier a dit tout à l'heure sur la question de la malbouffe pendant le Covid, c'est qu'en gros, maintenant, le modèle, c'est plus de faire à manger, c'est on ramène des trucs industriels qu'on réchauffe, en fait. Alors, Mais c'est ça, le, déjà dans plein de brasseries dans Paris, hein. Tu ouais, vas, mais c'est ça le problème. Parce qu'effectivement, alors, dépend le public et la clientèle. La volonté de la malbouffe, en fait, je pense qu'elle est un peu voulue par certains clients, notamment en santé. C'est-à-dire, eux, ils veulent optimiser, etc. Nous, les prestations alimentaires, les contrats financièrement ne sont pas les mêmes avec une société de santé qu'une grosse entreprise, etc. Donc, en entreprise, on a constaté quoi? Que les clients, ben, eux, et au contraire, depuis le Covid, il y a un peu de télétravail, ils viennent moins souvent au restaurant d'entreprise, mais ils veulent au contraire une qualité supérieure. Avant, on avait un menu, par exemple, basique, à un tarif très modeste. Et ben aujourd'hui, le taux de prise sur ce menu, en gros, depuis le Covid, il est passé de 20 à 8%. Par contre, si on fait un veau frais, labellisé, du Ségala, etc., à un prix plus conséquent, en 30 minutes, on a rupté. Donc les gens ont cette volonté de se faire davantage plaisir dans les gens qui travaillent dans les bureaux, dans les entreprises. Mais en santé, effectivement, pour des questions budgétaires, eh ben, on veut cette qualité, certes, pour les salariés, mais par contre, pour les patients qui sont là une semaine ou deux, ben, effectivement, on fait des économies en respectant le régime. Donc là, on passe par de l'industriel. Autrement, financièrement, on est au-dessus et on n'a pas le contrat. tu veux dire que le film de Louis de Funès, L'aile ou la cuisse, où il se moquait donc c'était, je crois, l'usine Tricadel, si je me souviens bien, où il se Ça. moquait justement de cette nourriture industrielle comme une dystopie, parce qu'on est quand même le pays de la gastronomie, il faut le répéter. Et ben en fait, c'est la réalité d'aujourd'hui, quoi. C'était limite un film d'anticipation qu'il avait fait, et pas, on va dire pas quelque chose qui tenait du fantasme. Oui, c'est le retour d'ailleurs des cuisines centrales, certaines restaurations
certaines sociétés de la restauration collective relancent des grandes cuisines centrales. Donc, ils construisent une usine pour préparer les entrées, une usine à côté pour préparer le plat chaud, une autre qui va être spécialisée dans un pôle dessert, pâtisserie, d'autres formes de dessert. Et en fait, ensuite, il sera proposé à plusieurs clients, notamment en santé ou en scolaire principalement, d'assembler ça. Donc, eux, ils veulent telle entrée avec tel plat, etc. On est sur du J+3. Et donc là, pareil, du coup, ce sera plus facile pour tout le monde d'inonder certains marchés scolaires ou santé. Les marchés entreprises, c'est différent. Les grosses sociétés, je ne sais pas, Airbus ou d'autres sociétés qui ont des prestataires, là, c'est différent. On est dans une qualité qui doit monter. Voilà, puisque malgré tout, on a un nombre de couverts qui a diminué depuis le Covid, et ceux qui viennent manger, effectivement, là, ils veulent de la qualité. Donc, le problème des sociétés de restauration collective, c'est qu'elles doivent, comme tu l'as dit, Pedro, en même temps, faire face à une demande industrielle dans certains secteurs. Et par contre, si leurs clients se situent dans d'autres secteurs, doivent faire preuve d'une qualité comme si on était dans un restaurant traditionnel. En proposant, bien sûr, d'autres choses. Le modèle du self ne fonctionne. Ils veulent des food trucks qui soient sur le parking de l'entreprise, qui soient différents. Un mardi, je mange un burger, je peux avoir du végé, je peux avoir de l'asiatique, je peux avoir de l'africain. Donc tout ça, c'est des partenariats que ces sociétés de restauration collective mettent en place. Et puis, je veux également aller faire mon sport. Donc, je veux un point de vente ou acheter une salade, acheter un sandwich, une formule, parce que je ne veux pas perdre mon temps à m'asseoir au self. Donc aujourd'hui, il faut également répondre à toutes ces demandes-là. C'est quand même, enfin, c'est un peu compliqué et on le voit aujourd'hui, les grosses sociétés de restauration collective ont bien du mal à garder leur contrat entreprise et gardent par contre leur contrat santé où là, effectivement, on va passer par des prestations qui sont plus industrialisées, uniformisées. Est-ce que c'est pas un problème justement d'éducation à la gastronomie, à la nourriture? C'est-à-dire que les gens, s'ils étaient un peu mieux élevés, ils comprendraient la nécessité qu'il vaut mieux du fait maison, fait par un cuisinier. Je sais que justement, certaines mairies, par exemple, moi je suis sur Paris, mais la mairie du 15e met un point d'honneur à dire que ces cantines scolaires, c'est encore du préparé. C'est-à-dire qu'il y a encore des vrais cuisiniers qui préparent, alors que je sais que dans d'autres arrondissements, par exemple le 6e arrondissement, c'est des plats qui sont livrés, comme tu dis, congelés, réchauffés dans les écoles, et donc préparés, je crois, c'est par un prestataire Sodexo, je sais plus quoi. Mais voilà, est-ce que si on n'éduquait pas mieux les gens à la cuisine, ça aiderait pas ce côté-là et justement une meilleure valorisation du secteur? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le commun des mortels a assez méprise un peu les employés de restauration dès lors qu'ils sont pas dans des restaurants très gastronomiques. Oui, mais on se souvient, je crois, d'un vice-président du MEDEF il y a quelques années, pour qui, effectivement, il n'y avait pas d'exception culturelle concernant la tradition culinaire française, hein, ce qui avait fait bondir des grands chefs comme Monsieur Loiseau à l'époque, même si ce vice-président du MEDEF de l'époque de mémoire avait quand même un passé relativement engagé chez les trotskistes. Donc voilà, effectivement, la politique libérale pousse à uniformiser, à ne pas avoir ce goût, cette culture et surtout cette différence, hein, surtout en France. Et malgré tout, il y a une demande. Quand on fait, moi, sur un site en entreprise, par exemple, on va faire une recette, les gens sont demandeurs de la recette. Aujourd'hui, ils ont des informations, ils aiment les stands région ou local ou tous les jours. En plus de quelque chose de basique, on va au contraire leur proposer un produit. Ils aiment se retrouver dans des animations culinaires. Et aujourd'hui, en scolaire notamment, c'est un peu délaissé parce que c'est toujours la matrice budgétaire qui prime. Mais les enfants sont très demandeurs. Une semaine, on découvre des saveurs asiatiques, une semaine, on découvre d'autres saveurs. On a une demande, je pense, de la population, mais qui se prend le mur de la logique
financière et libérale. Et aujourd'hui, on va même sur des collectivités qui mettent un terme, par exemple, qui ne veulent plus travailler soit avec Elior, soit avec Sodexo, etc. Et qui, au final, parce que la grille de salaire, parce que le statut n'est pas le même, vont reprendre les cuisinants qui vont leur coûter beaucoup plus cher, et les mêmes cuisinants qui ne vont pas faire mieux. Moi, je connais aujourd'hui des collectivités qui ont remunicipalisé un petit peu leurs repas, mais malgré tout, la qualité n'est pas au rendez-vous. Oui, parce qu'encore. Les amis, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais être obligé de Oui. vous quitter, c'est pas que je m'ennuie, mais Non, il n'y a pas de souci. à 40, j'ai voilà, une autre interview, donc je suis obligé de... Merci beaucoup. Merci Didier. Merci. Je continue à échanger avec Emmanuel et tu es le bienvenu quand tu veux, Didier. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Merci. Merci Avec à plaisir. toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Après, aujourd'hui, je dirais que si on parle des mots, MAUX, bien sûr, le pire des mots, c'est qu'on est des sociétés de services. Et comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas regardé comme des vrais cuisiniers ou des vrais cuisinants, ce qui est totalement faux. Et on est des sociétés de services. Par exemple, sur des cliniques, on a des infirmières qui vont poser les seringues sur le plateau du petit déjeuner du patient qu'elles ont soigné. Ça redescendra à la plonge, c'est pas grave, que ce soit Sodexo ou Elior, ils sont là pour ça, c'est des prestataires. Donc, on est redevenu depuis le Covid dans, voilà, les autres sont là pour ça. Tu es en train de me dire que quand vous faites de la restauration en milieu hospitalier, on peut se retrouver avec des seringues, c'est-à-dire qui ont été dans des patients dont on ne sait pas ce qu'ils ont, et que quand tu fais la plonge, tu peux te piquer avec une seringue. Oui, exactement. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des sociétés qui font attention, mais il y en a qui n'ont aucun respect. Et donc, il y a des soignants, et ben voilà, on met ça, et c'est pas grave, ça va descendre chez Sodexo. Sodexo gérera, alors qu'il y a au contraire des processus d'ASRI, ça s'appelle, à respecter par rapport à la sécurité des gens. Donc là, nous, en tant que syndicat, on intervient dans une société de restauration collective où le poids des syndicats est important. Je donne un exemple, on a eu les élections du CSE en début d'année. C'était par correspondance et on sait quand il y a des votes par numérique, je veux dire, voilà, le taux de participation n'est pas le même avec le vote électronique. Et ben, néanmoins, il y a eu plus de 50% des gens qui ont voté dès le premier tour. Nous, on a fait plus de 54% alors qu'il y avait quand même 5 listes. Il y a un engagement. Donc, il y a une problématique. Moi, je l'ai vu ce matin, j'ai traité des dossiers. J'appelle directement le RH. Je dis là, on a une problématique, c'est pas possible. Vous réglez le problème. On fait une visite C2SCT ou sur des problèmes de paiement. Est-ce que tu peux spécifier à nos auditeurs, parce que tu emploies un acronyme C2SCT. Voilà, avant, on avait la chance d'avoir une instance qui s'appelait les CHSCT. Comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Aujourd'hui, C2SCT, en fait, c'est plus qu'une commission du CSE. Donc, on a perdu la prérogative hygiène, on n'a plus que la prérogative sécurité au travail. Et donc, on est beaucoup moins entendu. Donc, dans une entreprise où les syndicats n'ont pas de poids, la commission C2SCT va faire des visites ou des audits, va émettre des recommandations et le patron, il va mettre ça dans le tiroir. Moi, j'ai la chance de travailler dans une société où le syndicat a plus de poids et donc on va être davantage écouté, même si on est moins bien entendu qu'autrefois. Mais tant qu'on peut prendre son téléphone en tant que délégué syndical, traiter directement avec des RH en disant « vous avez oublié la prime sur cette cuisine centrale, vous avez pas… » On peut faire avancer les choses. Ce n'est pas le cas des autres sociétés de restauration collective. Si par exemple je parle d'Elior, on sait que Elior a été racheté par De Richebourg, autre société de services, et De Richebourg fait payer à Elior le rachat. Donc là, on va aller vers la dénonciation de certains accords d'entreprise. Et en plus, le syndicat majoritaire chez Elior depuis quelques temps est un syndicat qui est beaucoup plus accompagnateur, on va dire, et qui pense qu'on ne peut pas s'opposer. Tu veux dire des jaunes, quoi. Orange, je crois qu'ils ont. On ne disera personne, mais je pense que tout le monde les a reconnus. C'est marrant, c'est régulier en fait ça qu'ils accompagnent le patronat. Moi, je pense qu'ils devraient fusionner avec le MEDEF carrément, parce que au moins, on va dire, ils seraient plus forts ensemble, plutôt que de faire semblant d'être divisés. Les choses seraient plus claires. Les choses seraient plus claires, en effet. Mais alors, dis-moi. Donc oui, vas-y. Parce que moi, on sait que tu t'as évoqué au début
que les gens n'ont plus envie de faire ça. Il y a un désamour de la profession, Oui. donc pénurie de personnel. Qui dit pénurie de personnel, probablement dit pression sur les salariés existants, puisque un staff inférieur à ce qu'ils devraient avoir. Les gens, quand ils sont malades, sont pas remplacés. C'est compliqué pour partir en vacances. Donc ça, les salariés en pâtissent. Comme ils en pâtissent, même leurs managers, tout le monde est sous pression. Quand tout le monde est sous pression, ça crée des conditions dégradées. Et ces conditions dégradées, bah ça fait justement, comme certains disent, des burn-out, des suicides. Comment s'en sortir de ça? Parce que c'est toujours une spirale infernale, c'est-à-dire que les salariés maltraités peuvent devenir aussi maltraitants vis-à-vis de leur père. C'est Oui, et il suffit, et c'est très rapide. Moi, d'un restaurant à l'autre, dans la même journée, quand je visite les restaurants, moi, je suis référent pour plusieurs départements et je suis référent syndical pour une soixantaine de restaurants. Et du coup, je le vois tout de suite. Il suffit d'un manager qui n'a pas la culture, ce qu'on appelle dans certaines entreprises un management qui est un peu bienveillant, c'est-à-dire que voilà, on va être transparent dans notre communication, il n'y aura pas de coups en douce, etc. Tout le monde, il suffit d'une personne qui n'est pas dans cette optique-là pour qu'effectivement les choses sur quelques mois dégénèrent assez rapidement. On a la chance, nous, pour l'entreprise pour laquelle je travaille, a mis en place des grandes réunions de formation où justement on explique justement comment se comporter, comment avoir une éthique. Mais ce qui est valable dans une autre, c'est pour ça que l'organisation syndicale à laquelle j'appartiens, pour la restauration collective, a pris une décision. Et on l'a dit à toutes les grandes sociétés. On a manifesté devant chez Sodexo, qui nous a reçus, avec qui on a discuté. On a manifesté devant chez Compass, où une délégation a pu rentrer aussi. On a manifesté devant chez Elior, qui nous a envoyé la police nationale. Le but, il est quoi? Au jour d'aujourd'hui, c'est des contrats, on est prestataires. Demain, le salarié qui est aujourd'hui Sodexo, sur le même restaurant, va devenir Elior ou Compass. Mon organisation syndicale est la première dans la fonction publique d'État. Donc, il y a beaucoup quand même de contrats publics. Donc, on a dit quoi à ces sociétés-là? Si vous respectez, si vous avez une volonté sociale, de bon respect des conditions de travail, etc., oui, peut-être qu'on vous facilitera ou qu'on expliquera à nos collègues côté client de la même organisation que nous qu'ils ont intérêt à renouveler le contrat avec vous parce que vous vous engagez socialement sur des bonnes conditions de travail, sur des bons salaires, etc. Donc, certains l'entendent, d'autres ne l'entendent pas. Aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, pour s'en sortir, on doit en revenir à ces éléments-là. Si je prends par exemple les comparatifs d'augmentation après Covid, Elior a proposé des augmentations à moins de 2%, Compass aussi. Compass a rectifié le tir l'année dernière en donnant 5% d'augmentation générale, mais on était sur des 2% ou moins ces dernières années. Ce qui est inférieur à l'inflation. Hein. C'est ça, voilà. Doivent avoir conscience que… Sodexo a fait parce que après le Covid, un PSE, parce qu'on a les plans de sauvegarde de l'emploi, hein, donc qui n'a pas très bien fonctionné parce qu'il y a eu une bonne négociation syndicale et au final, il n'y a qu'un tiers des gens qui quittaient l'entreprise dans des conditions satisfaisantes, entre guillemets. Et bien, Sodexo, par exemple, avait fait le choix, oui, en accord, de signer des accords avec les syndicats sur des 5% d'augmentation générale une année, 4% l'année suivante, alors qu'il y avait eu un PSE et qu'on sortait de la crise Covid et que le nombre de couleurs n'était pas revenu. Au risque de, par exemple, de dire, les concurrents, ils ne l'ont pas fait, donc les concurrents vont être beaucoup plus offensifs sur les prix, sur les contrats, sur les marchés, et on risque de perdre des contrats. Voilà. Et donc là, une fois de plus, c'est le poids du syndicat, le point des syndicats qui a fait la différence. Donc pour finir sur l'aspect restauration collective, je dirais au jour d'aujourd'hui qu'il y a trop de logique comptable et qu'aujourd'hui, les contrats, ils vont à des petites entreprises comme Newrest, comme Happy, parce qu'on ne donnera pas les mêmes avantages sociaux aux salariés. Donc il faut qu'effectivement le savoir-faire soit mis en avant et que l'humain prime
Mais bon, dans une société comme la nôtre, je ne veux pas être pessimiste, mais quand je vois autour de moi quels sont les contrats qui sont pris par les petites entreprises qui ne proposent pas de 13e mois à leurs salariés ou d'autres avantages, et les contrats qui sont gardés ou pris par Sodexo ou des grosses entreprises, c'est pas à l'avantage des derniers. Alors effectivement, on a parlé beaucoup de restauration, du moins des gros groupes, mais une partie de ton travail, si je ne me trompe pas, est aussi vis-à-vis des toutes petits TPE, c'est-à-dire les petits restaurants, etc., avec des gens qui doivent probablement avoir pas aimé trop les syndicats, parce que bah, quand tu as 3 salariés et que tu dis tes petits patrons, et que tu es toi-même, hein, moi, c'est quelque chose. J'ai été patron aussi de petites entreprises. Alors, j'avais plus de salariés, mais quand on est une PME, même une ETI, on reste, même si on est patron de son entreprise, on reste un salarié d'un autre groupe plus gros. Ça, c'est une. Oui, non, mais c'est vrai que les petites entreprises, eh ben, il y a une barrière culturelle à faire sauter. Moi, souvent, quand je vais négocier des protocoles d'accords préélectoraux dans des petites entreprises, eh ben, j'explique qui je suis, comment je vois la chose. Certains vont se dire, oulala, là là, vous avez, si vous rentrez chez moi, si vous avez des élus, vous allez mettre le feu, il va y avoir des manifestations devant l'entreprise, etc. Moi, je leur explique que non, que le salarié a son employeur, ben, l'employeur doit le rémunérer, lui donner des bonnes conditions de travail, le salarié doit faire un travail en échange, et que ça peut être gagnant-gagnant. Et que nous, ce qu'on veille, c'est que les conditions de travail soient bonnes, que l'employé soit satisfait, et un employé qui est satisfait ben, sera forcément quelque chose d'important également pour son responsable. Donc, on ne met pas, dans mon organisation, sur le même pied les multinationales qui profitent de ce qu'on appelle le CICE et qui ne créent pas d'emplois en échange, et des petites entreprises qui, elles, payent plein pot, effectivement, les cotisations sociales, et qui sont pourtant la force vive de notre pays. Donc, il y a cette barre à faire sauter. On y arrive tout doucement, par le dialogue. Et après, il faut faire comprendre aux salariés qu'ils peuvent être syndiqués sans forcément que le patron les mette à la porte, quoi. Et le problème, c'est qu'ils me disent, j'ai quoi comme avantage, moi? Parce que je suis dans une petite boîte, donc je n'aurai pas un CSE, ce qu'on appelait les comités d'entreprise autrefois, qui va m'offrir des vacances, de la billetterie, qui va me garantir un pouvoir d'achat, etc. Donc nous, c'est vrai que dans mon organisation, on a mis en place un système qui s'appelle la plateforme Avantage pour tous, où chaque adhérent des petites entreprises bénéficie d'un CSE. C'est-à-dire qu'il peut avoir des locations de vacances à tarif réduit, des milliers de réductions sur certaines choses pour lui garantir un pouvoir d'achat, un soutien scolaire pour toute sa famille aussi, des consultations gratuites avec des avocats, des permanences juridiques dans chaque département et bénéficie d'associations de défense des consommateurs pour les problématiques de logement, mais également pour les problématiques liées au consumérisme. J'ai acheté un téléphone, il est défectueux. Eh ben, l'AFOC, l'association qui travaille avec nous, couvre et accompagne ces gens de manière gratuite. Donc, au niveau pouvoir d'achat, on leur offre ça, et au niveau juridique, effectivement, on peut les accompagner. J'ai quelques exemples récents où là, par contre, je n'ai pas pu faire sauter la barrière idéologique avec l'employeur au moment du protocole d'accord préélectoral. Et quand il a vu que il y avait une liste de mon syndicat qui se montait, il a tout de suite été voir deux, une qu'on a parlé de tout à l'heure, une autre qui est plutôt confessionnelle, on va dire, pour leur demander, aidez-moi, je paye les cotisations des salariés, mais il faut monter des listes dans mon entreprise. Donc, il y a bien eu des listes de syndicats en 4 lettres face aux nôtres. On a gagné quand même. On n'a pas pu avoir la victoire idéologique envers l'employeur. On a pu l'avoir sur les salariés parce qu'on les accompagnait en sous-marin depuis longtemps. Ils étaient encartés et on les avait déjà formés au préalable. Et aujourd'hui, c'est gagnant pour tout le monde parce que l'employeur
compris que il y a un dialogue. Donc, il y a eu des augmentations de salaire, il y a eu des changements d'intitulé. On s'est aperçu que cette personne n'était pas au bon poste, on l'a mis sur le poste. Il y a des enveloppes qui vont être débloquées pour faire quelques activités. Et il y a surtout, parce que même si c'est dans les petites entreprises, un élu au CSE, s'il est élu, justement, il peut également être délégué syndical. Donc, dans ce cas, il y a une organisation syndicale qui est officiellement dans l'entreprise et il y a ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires qui s'ouvrent avec la direction. Et donc là, désormais, les salariés, par les représentants du personnel, pourront aborder des sujets chaque année, notamment le sujet de la rémunération. Et ça se passe pas plus mal. Mais en fait, le verrou, il est idéologique, il est très difficile à faire sauter. Les dernières élections TPE, je crois que c'était 2021, parce que les prochaines, je crois, sont en novembre et décembre de cette année, il y a eu un peu plus de 5% de participation. Et les gens qui se disent les plus motivés, donc ça s'est traduit, je crois que c'est la CGT qui est arrivée un peu en tête, CFDT en second, au coude à coude avec FO, et parce que les gens qui se sont mobilisés, c'est ceux qui n'osent pas dire à leur patron et qui ont été vers le plus visible. Et donc, effectivement, là, il y a un verrou idéologique qui peut se faire que par un travail de terrain et faire comprendre à ces gens-là que c'est pas... Ils risquent pas forcément quelque chose en étant syndiqués. On va pas les envoyer au feu non plus. Donc, c'est vrai qu'en général, on attend qu'il y ait l'élection CSE pour sortir du bois. Autrement, ça peut être délicat dans certaines entreprises. Mais il arrive encore, c'est rare, que des dirigeants, comme toi tu l'as été dans le passé, nous disent c'est le jeu, je le joue. Par contre, je veux des gens avec qui dialoguer. Je veux pas quelqu'un qui va sortir le drapeau alors que j'ai à peine ouvert la porte du bureau pour dialoguer. Donc, ça existe encore. Voilà, il y a des gens qui préfèrent travailler avec nous, qui nous disent c'est le jeu, on va mettre en place un CSE. Mais c'est pas la majorité du genre. Alors, il y a quelqu'un, c'est Maëlys Brunet, qui dit, et on en parle, des étrangers sans papier payés moins cher et des dark kitchens. Alors, il y a deux sujets. Effectivement, on sait que la restauration est un gros acteur de l'emploi de gens avec des statuts opaques ou flous, on va dire ça comme ça, pour pas dire clairement que souvent entre les auto-entrepreneurs, les illégaux, etc., c'est parfois un peu la fête du slip, hein, si je peux dire ça comme ça. Et de l'autre côté, je pense tu peux répondre en deux temps, la question des dark kitchens, donc cette émergence de entreprises de restauration qui ne servent qu'à la livraison, que dans des conditions souvent d'hygiène et de travail très floues, puisque comme on ne voit plus les cuisines, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et avec souvent une pression très forte sur les salariés, encore plus que dans la restauration classique. Alors, oui, mais c'est l'État, là, par contre, du coup, a toute sa part de responsabilité. Un État souverain à gérer la sécurité alimentaire de ses concitoyens, on va dire. Aujourd'hui, il y a deux choses. La restauration collective, c'est les mêmes droits pour tout le monde, il faut certaines règles, il n'y a pas de souci. Effectivement, les TPE, c'est différent. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, nous, on le voit. Hein, moi, je suis également conseiller du salarié. Donc, quand j'interviens dans des entreprises où il n'y a pas de représentant du personnel, on découvre des choses, des contrats de travail avec des codes d'entreprise, des codes APE qui sont faux. Donc, on se rend compte que la personne n'est pas déclarée. Donc là, l'inspection, ce qu'on appelait avant les inspections du travail, sont complètement débordées parce qu'elles n'ont pas les moyens de suivre tout ça. Après, quand on les alerte, nous, sur certaines situations, effectivement, elles mettent le nez dedans. Mais aujourd'hui, toutes les semaines, il y a des demandes de prise d'acte. Ça veut dire de salariés dans des petites entreprises qui ne sont pas rémunérés depuis un mois ou deux et qui, pour se sortir de cette situation, demandent au prud'homme une rupture de leur contrat de travail au tort de l'employeur, parce que l'employeur n'a pas respecté son engagement. Parce qu'on ne sait pas si l'entreprise aura un administrateur judiciaire derrière, etc. Il n'y a pas les garanties nécessaires. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un peu la loi de la jungle. Et donc, d'un point de vue financier et de
contrôle de la légalité du travail, les inspecteurs sont débordés. Et après, les services vétérinaires, ben, malheureusement, pareil, ils interviennent en général que sur dénonciation. Et là où je suis moyennement satisfait, c'est que la restauration collective en matière d'hygiène, ils ont de telles restrictions que franchement, vous n'êtes pas prêt d'attraper une tiaque en restauration collective. Alors que les conditions de travail dans les petits restaurants, mais des fois, effectivement, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Et effectivement, on vous livre des produits, on ne sait pas où c'est fabriqué, ni dans quelles conditions, et on en découvre régulièrement. Et là aussi, c'est un manquement de l'État. Il n'y a pas de moyens mis en avant. Et sur l'hygiène, la sécurité alimentaire, nous, en tant que syndicalistes, malheureusement, on ne peut pas trop intervenir. Sur le reste, oui. Moi, je me souviens être intervenu à 3 reprises pour 3 salariés différents dans un restaurant étoilé à l'époque, et plus étoilé maintenant, sur Toulouse. Et l'inspection du travail est venue, a dit oui, il y a une problématique dans ce restaurant. Voilà. Mais sur l'hygiène, ça fait peur. Moi-même, je suis vigilant, je regarde si je peux comment ça se passe. Mais c'est vrai que l'État impose des normes en termes d'hygiène à la restauration collective qu'elle n'impose pas à la restauration traditionnelle. Ce qu'on appelle le PMS, le plan de maîtrise sanitaire, n'est pas le même pour la restauration collective que pour la restauration traditionnelle. Le jour où le PMS sera le même, déjà, je pense que on aura une sécurité alimentaire pour tous nos concitoyens qui sera nettement supérieure. Parce que je me souviens d'avoir vu il y a quelques années une étude et il y avait beaucoup de magouilles là-dessus. C'est-à-dire que si tu ouvrais un restaurant et qu'en gros tu le vendais dans les 4 ans, à chaque fois, vu l'absence d'agents pour contrôler l'hygiène, et je crois que c'est en moyenne 6 ans, on contrôle tous les 6 ans ou un truc comme ça, ce qui faisait que si tu fermais ton resto au bout de 4 ans et que tu le vendais à quelqu'un d'autre, même si c'était un homme de paille, tu vois, si tu passes sous les 4 ans, ben en fait, ça remettait le compteur à zéro, ce qui faisait que tu pouvais avoir, alors, c'est des exemples, je crois que c'était des kebabs ou des restaurants chinois, qui en fait ne sont jamais contrôlés. À part si vraiment il y a un truc grave et une dénonciation. Parce qu'ils arrivaient à chaque fois, bah, c'est plus la même société, donc elle repartait en bas de la file, etc. Et effectivement, on voit beaucoup de montages un peu biscornus ou avec des salariés qui ne connaissent pas qui est le gérant. Je me souviens, étant d'étudiant comme ça, travaillé dans un restaurant, d'avoir répondu à un appel donc de l'inspection du travail qui me demande de parler à une dame. Et je dis, mais cette dame ne travaille pas ici. Et ils me disent, mais vous connaissez pas la gérante de votre restaurant? Et là, je suis tombé de ma chaise et je suis allé voir celui que je pensais mon patron et je lui ai dit, quelqu'un a appelé pour parler à cette dame, qui est cette dame? Et il m'a dit, oh là là, qu'est-ce que t'as fait? Et moi, je suis parti, je crois, 1 mois après, mais 2 mois après, ça, tous les humains. Le patron réel était toujours là, mais ça avait changé de nom d'enseigne et de gérant. Et donc, Oui, et ça peut conduire justement à des problématiques. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Sur l'aspect droit du travail, conseil du salarié, j'interviens dans un restaurant. Le gérant gère plusieurs restaurants de cette chaîne. Et donc, il voulait licencier le salarié pour certains motifs. Et en fait, ben, en discutant, en lui apportant du concret, il s'est rendu compte que c'était pas le salarié le problème, c'était le responsable qu'il avait mis sur ce restaurant-là, qui avait des grosses lacunes et qui les faisait porter aux salariés. Donc au final, le salarié n'a pas été licencié parce que le gars, ben, il est là, il dirige sans diriger, il met des pions et au final, on lui dit qu'il y a un problème avec un tel, je le licencie. Au final, c'est pas ça. Donc ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et après, sur l'aspect alimentaire, effectivement, un contrat, par exemple en restauration collective qui est renouvelé, etc., ben, il y aura des contrôles, effectivement, périodiques sur plusieurs années. Effectivement, alors que le gars qui monte son restaurant, ben, on ne peut pas aller à partout. Il y a beaucoup d'ouvertures, il y a beaucoup de rachats, et on est beaucoup moins regardant. Et c'est un non-sens absolu. Voilà. mais Et là aussi, c'est toujours cette logique libérale de toujours beaucoup plus, de ne pas garantir aux concitoyens la sécurité dans tous les sens du terme, qu'elle soit alimentaire ou autre. pas Parce que assez de la gens pour priorité contrôler aujourd'hui, aussi. c'est pas celle-là. Donc.
il n'y a pas assez de gens pour contrôler et c'est des secteurs qui sont sous-dotés. Pour jouer une ville comme Paris, vu le nombre de cafetiers, je crois, je sais plus, ils sont moins d'une vingtaine pour contrôler toute la ville. Donc à un moment, même si on va dire c'est stacanoviste, c'est impossible physiquement de tout contrôler. Et tu penses pas justement parce que pour revenir sur la question des dark kitchen, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc depuis l'émergence des plateformes de livraison à domicile, Deliveroo, Uber Eats, etc. Des gens ont compris qu'ils pouvaient créer des restaurants sans accueillir de public. C'est-à-dire juste des cuisines. Souvent, d'ailleurs, ils les mettent dans des immeubles où il n'y a pas d'autorisation de restauration, du moins c'est toujours très flou, etc. Et au final, on va se rendre compte que dans sa rue, il y a 12 restaurants sur Uber Eats, alors qu'en fait, il n'y en a pas un seul visible. Et donc, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait, parce que on a été très lent à légiférer sur les trottinettes, etc. Et à nouveau, le législateur, on a l'impression, ne fait rien, laisse prospérer cette activité-là, alors que je suppose que ça fait une concurrence aussi déloyale vis-à-vis de la vraie restauration. Oui, voilà, et ça fait une concurrence déloyale envers des sociétés de restauration qui sont plus généreuses socialement, plus respectueuses socialement aussi, quoi. Et puis à des gens qui sont passionnés par leur métier, parce que ces fameux Dark Kitchen, eh ben effectivement, il y en a, eh ben c'est juste pour ça. Voilà, on fait une petite prestation alimentaire n'importe où, n'importe comment, à des buts purement lucratifs, pas forcément par amour du métier. Et aujourd'hui, on dévalorise également toujours cette exception culturelle qu'on a en France. Après, c'est pas étonnant, hein. Nos législateurs, ils sont pas préoccupés par ça. Nos législateurs, ils sont préoccupés par faire ce qu'on leur dit de faire pour être réélus 4 ou 5 ans plus tard, avec peut-être de nouvelles alliances, on le voit bien en ce moment. Donc, c'est pas ça qui les préoccupe, hein. Même l'aspect budgétaire qui vient sur la table et qu'on entend tous les jours à la télévision, comment faire des économies, où, comment, etc. On ne parle jamais des cadeaux qui ont été faits, des subventions qui ont été faites par le CICE et par ensuite qui a été modifié avec d'autres allègements. C'est voilà quoi. Donc 20 milliards, c'est 20 milliards, mais ça on n'en parle pas, on préfère les trouver ailleurs. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a moins d'État. Et donc forcément, moins de sécurité, moins de garanties pour l'ensemble des concitoyens. Et dans tous les domaines, que ce soit celui de notre restauration ou pas. Et les citoyens de seconde zone, en gros, et là j'en reviens à la restauration collective parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quelqu'un qui fait à manger pour une clinique, qui est payée par la clinique, ou la femme de chambre qui est payée par la clinique, elle touche la prime Ségur. Celui ou celle qui fait la même chose mais rémunéré par Sodexo, Elior ou quelqu'un d'autre n'a pas la prime Ségur. Et on se retrouve avec un différentiel de 200 € par mois, alors que c'est exactement les mêmes tâches, c'est exactement le même travail, mais le gouvernement n'a pas souhaité inclure les métiers de la restauration collective là-dedans, n'a pas souhaité faire ce distinguo. Alors, on a une question voilà, de Lianis, Lanis, qui doit être notre camarade Tristan, si je me trompe pas. Comment on se syndique quand on est dans un petit resto? Effectivement, parce que si on n'a pas de délégué syndical, si généralement il y a, on va dire, un affichage obligatoire s'il n'est pas caché derrière la porte ou un truc comme ça qui dit comment faire, mais comment on fait concrètement? Où est-ce que, à qui on s'adresse? Où est-ce qu'on va? Comment faire en sorte que ce soit pas aussi un, on va dire un gros marqueur qui fait que ton patron a tout de suite envie de te virer, etc. Oui, déjà, en général, les gens rentrent en contact avec nous par plusieurs biais. Souvent, certains vont en mairie demander la liste des conseillers du salarié, appellent les conseillers du salarié parce que l'étiquette syndicale est marquée, hein, et nous contactent comme ça en disant je ne vais pas être licencié, je ne suis pas convoqué à un entretien. Certains vont toujours dans ce qu'on appelle nos unions départementales. Donc il y avait des bourses du travail, mais en général, seule la CGT y est restée, avec peut-être la FSU ou d'autres, mais d'autres syndicats, comme le nôtre, d'avoir leurs propres locaux.
Je cite quand même la municipalité de Montauban qui a viré tous les syndicats. Hein, voilà. Municipalité qui, il n'y a pas longtemps, je tiens à le dire aussi, pour parler de la libération de la France, a mis une photo du maréchal Pétain dans son bulletin municipal. Ils rentrent par des moyens classiques, ils viennent de nos unions départementales, il y a des permanences juridiques, et puis de plus en plus par Internet, quoi. Voilà, on va sur Internet, on regarde, on pose des questions, les gens peuvent adhérer en ligne, il y a des contacts. Même moi, au sein de mon entreprise, il y a des groupes, on a un trombiloscope affiché sur tous les restaurants, avec les coordonnées de chacun, etc. Et pour les petites entreprises, effectivement, le seul moyen, c'est de chercher par eux-mêmes et d'aller soit dans les unions départementales, soit sur Internet et de rentrer en contact avec un syndicaliste. Donc, il y a des fois des opérations qui sont faites. Là, il y a les élections TPE. Oui, il y aura des opérations de tractage qui vont être faites devant certaines petites enseignes. C'est pas suffisant, mais malheureusement, à part les moyens de communication, on a du mal à toucher cette population. Alors qu'on leur offre et qu'on a décidé, effectivement, nous, de mettre en place des choses pour eux, que ce soit sur pouvoir d'achat ou pour les accompagner. Et on leur dit toujours que, bon, dans leur entreprise, ils ne sont pas obligés de faire état de leur engagement syndical, que si après ils souhaitent aller plus loin, il y aura une élection CSE, et à partir du moment où ils poseront leur candidature, la protection, entre guillemets, commencera. S'ils ne sont pas élus, elle va durer 6 mois. S'ils sont élus, elle durera la durée du mandat plus 6 mois. Mais alors, je sais qu'il y a une grosse désaffection, justement, des gens vis-à-vis des syndicats, parce que pour plein de raisons, en particulier de trahison aussi parfois, ou d'impression de trahison de la tête des syndicats. Qu'est-ce que tu peux dire, justement, parce que toi, tu es sur le terrain, tu es local, pourquoi c'est important encore aujourd'hui de se syndiquer, et pourquoi il faut pas forcément tomber dans les clichés que voilà, tous les syndicats sont pourris, etc. Alors, je dis pas que les syndicats à 4 lettres ne le sont pas, mais ou à 5 lettres, hein, parce qu'il faut pas oublier le syndicat à 5 lettres. D'ailleurs, bon, c'est une autre histoire, mais syndicat qui est assez facile d'infiltrer, mais bon. Mais voilà, donc comment, on va dire, rendre sexy, si on peut dire ça comme ça, l'image du syndicat, en particulier chez les jeunes qui sont très, on va dire, frileux sur cette question-là, et souvent méconnaissent leurs droits et se retrouvent dans des situations au bout de quelques années assez terribles, alors que avec l'intervention d'un syndicat, ça aurait été réglé facilement. Oui, déjà, il faut garder une ligne et une éthique, je pense. Bon, nous, effectivement, on dit toujours qu'on est libre et indépendant, mais c'est une vérité. Hein, quand on s'est rendu compte que la CGT était noyautée par le Parti communiste, on a décidé de faire une scission pour respecter certains de nos accords, notamment la charte d'Amiens, etc. Bien sûr, hein, on a dit qu'on était financé par la CIA à ce moment-là, peu importe, mais ça aurait été une autre organisation que le Parti communiste, ça aurait été pareil. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont au Parti communiste et qui sont à la CGT. On n'est pas d'accord là-dessus. Il n'empêche que ça reste des amis. Donc, il faut veiller à ça, la liberté et l'indépendance. Il y a eu trop de compromissions, je pense, entre certains syndicats et certains mouvements politiques. La CGT, on sait que c'était la courroie de transmission du Parti communiste français. Le patron, il n'avait aucune surprise de ce qu'il attendait. S'il avait une réunion du comité d'entreprise, il achetait l'Humanité le matin et il savait exactement ce qu'allaient dire ses délégués au cours de la réunion. De même que la CFDT a eu beaucoup trop de compromissions dans un autre sens. Ils ont accompagné la loi travail, ils ont validé la réforme Juppé sur la sécurité sociale en 1995. Donc on est bien loin du socialisme autogestionnaire qu'ils prenaient dans les années. Nous ne donnons jamais de consigne de vote à aucune élection politique, sauf une fois. C'était en 2005 où on appelait à voter non au traité constitutionnel européen. On ne donne jamais de consigne de vote. Ce n'est pas notre rôle. On n'était pas dans la manifestation d'il y a quelques jours, oui, comme on n'était pas dans d'autres manifestations, parce qu'on pense que ce n'est pas au syndicat de choisir qui doit être le Premier ministre.
On est tous, et on l'a écrit, on est choqués du choix qui a été fait et du non-respect de la volonté populaire, effectivement, mais quel que soit le gouvernement, on va devoir discuter avec, d'une manière ou d'une autre, et de faire avancer les choses pour l'ensemble des salariés. Donc je pense qu'il faut rester à distance de tout ça. Nous, on peut être peut-être une auberge espagnole, parce qu'effectivement, on a des gens d'un peu différents milieux politiques, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, on est là pour les salariés. Donc ça, à chaque fois que j'aborde ce sujet avec des gens qui sont peut-être qui sont pas encore syndiqués, eh ben c'est toujours un sujet positif pour le salarié. Ils me disent oui, vous avez raison, vous mélangez pas. Et je leur explique comment on fait demain. On donne une consigne de vote. La CFDT n'a pas caché ses consignes de vote à plusieurs fois, que ce soit pour Macron ou pour d'autres. On le voyait au temps du gouvernement Valls, c'était encore plus flagrant. On se retrouve demain à une table de négociation avec face à nous des gens qui sont soit membres ou proches de notre organisation et pour qui on est appelé à voter. Mais les dés, ils sont pipés. Ce n'est pas l'intérêt du salarié qui va primer dans ce dialogue. Donc non, on doit rester libre et indépendant. Ce qui ne m'empêche pas, à titre personnel, d'avoir eu des engagements politiques dans le passé, etc. Mais voilà, c'est personnel. Donc ça, je pense que c'est important. Et après, il faut exprimer comment concrètement le syndicat peut apporter quelque chose à tous ces gens-là. Voilà. Je l'ai dit, vous n'avez pas de CSE. Nous, on en propose un de CSE. On vous accompagne. Il y a des permanences juridiques. Vous nous appelez. On répond à vos questions. On a lancé un petit syndicat sur la Haute-Garonne il y a quelques temps, qui s'appelle Syndicat des isolés de l'alimentaire, justement. Ce syndicat, c'était rien en peu de temps. Il a dépassé le cap des 70 adhérents. Aujourd'hui, il est majoritaire dans des petites entreprises locales et il continue à grandir parce que l'adhérent, il l'appelle, il a la réponse à ses questions, il sait à qui il peut s'adresser. Et donc, je pense que pour redorer le blason, ce n'est pas de collusion politique, de rester dans sa ligne, dans sa droite ligne, droit dans ses bottes, même si je n'aime pas cette expression en temps normal, et d'expliquer aux salariés ce qu'on peut faire pour lui au quotidien, même s'il est un simple syndiqué qui ne veut pas s'investir au-delà. Je comprends, non, effectivement, c'est important hein, parce que les gens oublient souvent le rôle des syndicats et aussi le fait que les syndicats, de facto, sont obligés de travailler avec tous les gouvernements et avec tous les patrons. Que le patron soit gentil ou méchant, si on veut défendre les droits des salariés, il va falloir traiter. Et c'est vrai que parfois, certains salariés se sentent trahis parce qu'ils trouvent que c'est pas assez radical, etc. Mais ça reste l'intérêt collectif qui prime. Et souvent, c'est difficile à entendre. Mais c'est vrai que si y avait plus de logique comme ça, de se dire de toute façon on n'a pas le choix, il faut bien qu'on traite avec ces gens-là. Peut-être qu'on aurait moins de guerre. Hein. Je dis ça parce que justement, la base c'est le dialogue. C'est pour ça que quand les gouvernements refusent le dialogue social, dans ces cas-là, il y a plus rien. Oui, et puis nous, on a toujours été aiguilleurs, on a toujours alerté certaines personnes. Un ancien patron de FO, du temps où FO, effectivement, était l'ancien FO, parce qu'il y a quand même, je pense, une révolution au sein de FO quand Marc Blondel a pris la tête, et ça a fait du bien à FO d'avoir quelqu'un de différent de ce qui avait été connu auparavant, plus laïque. Mais déjà, Bergeron avait dit au président Giscard d'Estaing, Monsieur le Président, faites ceci, faites cela, la retraite à 60 ans pour une partie des traits écoutent ou ils n'écoutent pas. Les exemples, Marc Blondel a été reçu par Mitterrand, par Bérégovoy, c'est un ami à lui, mais bon, peu importe. Il n'a pas du tout été conciliant avec Pierre Bérégovoy. Dans les mémoires de Marc Blondel, on peut le lire et le constater. Il n'a pas du tout été conciliant. Pour les fonctionnaires, il a pu négocier certaines choses, etc. Mitterrand avait dit de lui qu'il était le syndicalisme comme lui se l'imaginait
Voilà, en gros, le meilleur président Mitterrand. Mais après, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que notre indépendance, elle est réelle. Nicolas Sarkozy, notre organisation syndicale, l'a fait reculer sur certaines choses. Il n'a pas été trop loin sur d'autres choses. Par exemple, il n'aurait pas fait une loi travail. Mais malheureusement, souvent, la social-démocratie veut faire mieux que la droite par rapport au patronat, ou aller toujours plus loin. François Hollande, ça a été très compliqué avec notre organisation syndicale. Très compliqué. Quand il y a eu la loi travail et que certains députés socialistes faisaient des amendements qui ressemblaient à des propositions de force ouvrière, le président Hollande avait dit à nos dirigeants de l'époque, mais je croyais que vous étiez libre et indépendant. Or, j'ai des députés qui font des propositions, des amendements qui vous ressemblent. Jean-Claude Bailly avait répondu au président Hollande, ben écoutez, c'est que contrairement à vous, il reste peut-être encore quelques socialistes en France. Donc voilà, les relations ont toujours été paradoxalement beaucoup plus compliquées avec des gouvernements sociaux libéraux qui se font élire sur une base et qui ont un besoin de légitimité par rapport au trust financier plus important que la droite. Donc, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. Et nous, on le constate parce qu'on a cette indépendance envers les uns et envers les autres. Et du coup, nos propositions restent les mêmes, que ce soit les uns ou les autres qui soient au pouvoir. Les réponses ne sont pas les mêmes. Et leurs actes à eux, effectivement, sont différents aussi. Alors, Hypatie parle, mais justement, parfois, il faut faire des intersyndicales. Donc, l'intersyndicale, pour que certains comprennent, c'est le regroupement de plusieurs syndicats, justement parce que unis, on est plus fort. Qu'est-ce que toi, tu penses, justement? Est-ce que les divisions entre syndicats sont pas plutôt négatives pour le secteur du travail? Il faudrait pas des intersyndicales partout, en fait. Alors moi, je suis pour les intersyndicales sur des sujets ou dans des moments donnés, parce qu'on n'a pas la même histoire. Celui qui syndique à la CFDT, il sait qu'il va être dans un accompagnement, etc. Que peut-être que quand il aura trop de problèmes avec son patron, on va lui dire on te défend jusqu'à ce niveau-là, mais pas au-dessus. Donc après, il doit se positionner, mais c'est pas une critique. Voilà, le gars qui préfère aller à la CGT, ben, il va à la CGT. Le gars qui préfère, il y a le réformisme qui n'est plus un réformisme, qui est un accompagnement. Et il y a un syndicat comme la CGT que je ne critique pas. Leur principal problème, il est interne. Et depuis Krasuki, c'est comme ça. Il y a un conflit interne entre ceux qui veulent plus d'indépendance, passer à autre chose, et puis ceux qui, au contraire, veulent revenir à une radicalité plus importante. Et moi, réformiste, oui, mais de manière exigeante. Et le réformisme, parce qu'on ne peut pas toujours en rester à ce qu'on était autrefois, mais par contre, toujours avec la même exigence et la même indépendance. Donc moi, les intersyndicales, oui. Par contre, elles desservent également. On l'a vu au moment du combat pour les retraites, les médias aidant, l'intersyndicale a fini par être incarné par un leader syndical dont on a reparlé il n'y a pas longtemps pour être éventuellement Premier ministre, qui était partisan de la retraite par points. Donc, c'est-à-dire le contraire des valeurs défendues dans le Conseil national de la résistance, le contraire des jours heureux, le contraire du modèle social français et du compromis historique entre gaullistes et communistes. Donc, voilà. Donc, il faut faire très attention à cela. Donc, moi, je crois à l'intersyndicale de manière ponctuelle. Après, c'est à chacun de se positionner. On dit toujours, les syndicats, combien de troupes, mais les mouvements politiques, combien de troupes? Donc voilà, la représentativité syndicale, elle n'est pas énorme. Mais quelle est la représentativité politique des adhérents des partis politiques en France au jour d'aujourd'hui? Donc, Même du président, hein. Ben voilà, donc, et en plus, il n'a plus de légitimité, lui. Mais bon, donc aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Donc, moi, j'invite les gens à faire leur choix en conséquence et à faire des intersyndicales ponctuelles. Nous, on en a fait 2 fois avec la CGT et même la CFDT sur des points précis. On a bloqué une énorme cuisine centrale dans l'Essonne, qui devait normalement livrer 45 000 repas. Elle ne les a pas livrés, les 45 000 repas, et on a obtenu 5% d'augmentation à ce moment-là. Donc, ça peut se faire de manière ponctuelle,
Mais tous les syndicats ne se ressemblent pas. Et on ne parle pas, par exemple, d'uniformiser les mouvements politiques. Il y a des lignes différentes. Après, c'est une éducation et c'est aux gens de se déterminer. Mais moi, si je vais au supermarché pour acheter du beurre et qu'on me dit « Ah ben non, pour réduire les coûts, on n'a plus que de la margarine », ça ne m'intéresse pas. Et bien là, c'est pareil. L'offre, elle doit être globale. Alors, je comprends aujourd'hui, il y a plein de petits syndicats qui n'existaient pas avant, l'UNSA avec la scission de la FEN, machin, etc. Enfin voilà. Sud avec la scission au sein de la CFDT, enfin bon, peu importe. Historiquement, pour moi, il y a toujours deux troncs. Le syndicalisme ouvrier, né à Limoges, incarné par la CGT et par la CGT-FO. Un syndicalisme né par l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII qui incarne la doctrine sociale de l'Église catholique, la CFTC et la CFDT, parce que je rappelle que la CFDT n'est pas une scission de la CFDT, mais c'est la CFTC qui a décidé majoritairement de se transformer en CFDT au début des années 60. Et que la CFTC d'aujourd'hui est une scission. Les archives de la CFTC sont au siège de la CFDT. Donc aujourd'hui, il y a ces deux piliers-là. Et après, ben effectivement, nous, on a une différence avec la CGT, on l'a dit, c'est l'indépendance par rapport au mouvement politique. Après, je ne vois pas trop quelle est la différence au jour d'aujourd'hui entre la CFTC et la CFDT, puisque la CFDT est présente dans tout l'enseignement catholique privé, etc. Donc il y a toujours ces deux troncs. Après, il peut y avoir des choses autour, comme pour l'éducation nationale autrefois avec la FEN, ensuite la scission, etc. Voilà. Après, petite ironie, FO avait volontairement pas développé son syndicat dans l'éducation nationale dans les années 60-70 pour laisser place à la FEN. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, je pense que les gens doivent... la FSU, le SNES, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, il y a le SNES, le SNUIPP pour le primaire, etc. Mais le SNES qui, là aussi, comme la CGT, est traversé par deux lignes. Une ligne plus radicale et une ligne qui est devenue un peu plus je ne veux pas dire libérale, mais beaucoup plus souple. Voilà. J'ai des amis qui en sont. Alors, donc aujourd'hui, voilà, il faut se déterminer selon ses convictions. Mais je pense que l'offre, elle n'est pas si énorme que ça, des syndicats. Et les salariés, en votant pour tel ou tel syndicat, ben, ils émettent, comme par le vote politique, ce qu'ils souhaitent pour eux, pour leur entreprise. Mais l'intersyndical, c'est un rapport de force s'il y a des problèmes. Moi, je le vois comme ça. Si on ne peut pas faire plier la direction, ce qu'on ne peut pas faire seul, on le met à plusieurs. En fait, c'est également ma vision, je fais le parallèle, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Ce qu'on ne peut pas faire seul, faut le faire avec les autres, ça s'appelle la coopération. Après, l'intersyndical prolongé, ben, c'est l'Union européenne, quoi. Donc là, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément désigné de manière très démocratique, qui dicte sa loi à tous les autres. Donc, je veux éviter qu'on puisse en arriver là un jour. Alors, c'est audacieux de ta part de comparer l'intersyndical à l'Union européenne. Alors, il y avait Hypatie qui avait marqué quelque chose que je trouvais assez juste. Certains salariés reprochent aux syndicats de ne rien faire au passé, mais le syndicat, c'est eux. C'est vrai que souvent, on voit les gens se plaignent beaucoup, mais au moment de passer à l'action, sur le piquet de grève, il y a pas grand monde. C'est quelque chose. Alors effectivement, il y a plein de craintes. Je vois c'est Zietek Christophe qui parle justement que la base est en colère. On sait que c'est compliqué et que le rapport du monde du travail, surtout depuis les réformes de la loi travail, c'est-à-dire qui plafonnent les indemnités prud'homales, etc., font que tout est beaucoup plus tendu. Parce qu'aujourd'hui, ça devient rentable de virer quelqu'un, même quand tu as tort. C'est-à-dire, moi, à l'époque où j'étais patron, si on virait des gens comme on le fait aujourd'hui, tu te prenais 2-3 ans d'indemnité prud'homale. C'est impossible aujourd'hui. J'ai l'impression, tu fais le calcul, ce que ça va, on va dire, combien ça va te coûter. Et comme tu sais, tu peux calculer précisément. Mais voilà. Et c'est vrai que moi, au début, je m'étais dit, mais tiens, peut-être que c'est mieux, ça forcera les parties à négocier. Parce que c'est ce que je me suis dit, voyant souvent les conflits
salarié entreprise, c'est problématique parce que tu as des salariés et ça va user, parce que c'est des années de procès, on n'arrive pas à tourner la page, à devoir investir dans un avocat, etc. Et je me disais, peut-être que si tout le monde s'entend et qu'il y a une négociation et que chacun, on va dire, évite de s'user, parce que le patron, quand il se défend au prud'homme, il paye un avocat aussi. Donc au final, s'il prenait l'argent de l'avocat, il le filait au salarié, plus une prime, tout le monde serait content. Non, en fait, c'est aller vers le pire du schéma, c'est-à-dire pas du tout vers la médiation, mais vers, en gros, je sais combien me coûte de virer celui-là. Est-ce que Et je suis le pire, c'est que les fameux cabinets ou les conseils, y compris des TPE, vont à l'encontre de ces entreprises-là. Pourquoi? Souvent, ils leur déconseillent la rupture conventionnelle. C'est une idiotie sans nom, puisque le salarié qui accepte la rupture conventionnelle, en même temps qu'il accepte la rupture conventionnelle, il fait en sorte qu'il n'y aura pas de recours potentiel contre son employeur sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est les mêmes indemnités. Quelqu'un qui a 1 an de boîte, il va avoir un quart de son salaire brut en indemnité. Donc, on va rajouter les congés payés qui restent à prendre, les congés payés acquis qu'il aurait pu prendre que sur l'exercice prochain. Mais du coup, c'est une garantie. Mais les cabinets n'en veulent pas de cette garantie, puisque si ils licencient autrement, il peut y avoir des recours, effectivement, comme tu l'as dit, et donc du coup, on va faire appel au cabinet, qui lui va aller en justice, etc. Donc, on est dans une chose qui est complètement absurde. Moi, à chaque fois, j'empêche pas des démarches prud'homales ni rien. Y a pas, dans mon entreprise, il n'y a pas longtemps, sur un sujet, j'ai dit, écoutez, si vous voulez le traiter comme ça, vous le traitez comme ça, il y aura des recours. En général, on trouve toujours l'accord, et ils font marche arrière, et ils font un calcul, parce qu'ils savent très bien que si on va au casse-pipe là-dessus, on ira au casse-pipe sur d'autres choses, et que c'est dans l'intérêt ni du salarié qui va perdre des années, du temps, va s'user, va s'épuiser pour avoir ce qu'il a le droit, et l'entreprise, certaines ne veulent pas non plus donner une mauvaise image d'elle, et surtout montrer, et pas que ça se sache effectivement, qu'il y a un mauvais climat social chez eux. Donc ils ont intérêt à ce que ce mauvais climat n'arrive pas. Mais les petites entreprises sont extrêmement mal conseillées à ce niveau-là. Et la plupart des recours, c'est dans les petites entreprises. J'ai un ami qui est président du tribunal des prud'hommes en section commerce sur Toulouse. C'est principalement des choses qui se passent dans les petites boîtes, parce qu'ils sont extrêmement mal conseillés. Non, mais tout à fait, tu as entièrement raison. Moi, je sais que pendant très longtemps, je ne comprenais pas certaines logiques, c'est-à-dire que un salarié qui avait fait une faute et que tu renvoyais, je voyais certains patrons leur donner une prime et je me disais, mais ça n'a aucun sens. Et en fait, j'ai compris par la suite que, oui, en fait, plutôt que de perdre 2500 € à payer ton avocat pour qu'il aille te défendre, avec le risque que tu sois condamné parfois ou de devoir faire appel, etc., que tu filais les 2500 € au salarié, même s'il avait commis une faute, parce que lui, il partait dans un bon état d'esprit. Toi, le problème était réglé. Et en fait, tout le monde était content. Parce que de toute façon, tu allais les perdre, les 2500 €. Parce que même pour que lui perde son recours. Et en fait, c'est vrai que on prend souvent pas assez l'aspect santé mentale au travail, du fait que toutes ces batailles qu'on fait avec les employeurs nous coûtent, même si on gagne, souvent des victoires à la Pyrrhus, d'années et d'années d'efforts, de préparation des dossiers. Pour faire un aparté, quand j'ai vu le temps passé par Georges, par exemple, sur son dossier sur Ubisoft, quand il a été renvoyé, tout ça, en fait, ça te permet pas de tourner la page, d'avancer, et ça te maintient un espèce de truc, alors qu'en fait, oui, on devrait pousser la négociation. Alors, c'est souvent difficile. Et ce que ne savent pas les salariés, c'est que les patrons vivent dans la trouille. Tribunaux prud'homaux, quand ils connaissent. Et en fait, ils pâtissent, c'est plus le cas, justement. Non, c'est plus le cas. Et après, comme tu le dis, c'est aux gens aussi de ne pas vivre ça. Faut rappeler quand même que le Code du travail, il dit quoi? Il dit l'employeur est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés. Aujourd'hui, un salarié qui va avoir des problèmes, il va pas être opérationnel dans son travail. Moi, j'ai un collègue cuisinier qui a eu des problèmes personnels récemment. On l'a tout de suite vu, on l'a détecté. C'est un excellent professionnel, etc. Il y avait un souci. Bon, sans souci, on l'a accompagné comme on a pu. Aujourd'hui, ce projet
plus dans le relationnel sur le restaurant. On a pu trouver une opportunité sur une autre entreprise. On a même pu obtenir un système de prime d'un mois de salaire pour celui ou celle qui voulait changer de restaurant et de segment, passer de l'entreprise à l'éducation, etc. Donc ça aussi, c'est en plus, on règle son problème, mais en plus, il a un petit problème. Et alors, le problème de fond, eh ben, c'est-à-dire, plus le syndicat sera fort dans l'entreprise, ben plus je serai entendu, et moins j'irai vers des conflits, et moins j'irai vers des recours, etc. Donc après, je ne dis pas aux gens de rejoindre l'organisation à laquelle j'appartiens, mais je dis aux gens, déterminez-vous, choisissez votre syndicat. Aujourd'hui, 66%, sera déduit des impôts. Donc, ça veut dire qu'en général, les gens modestes se retrouvent avec un crédit d'impôt qui leur est versé chaque année du fait de leur cotisation syndicale. Et en plus d'être accompagnés dans leur travail, ils seront accompagnés dans leur vie personnelle sur des problèmes de logement, de consumérisme, etc. Notre mutuelle, elle augmente, on ne nous demande pas notre avis qu'elle augmente la mutuelle. Là, la cotisation syndicale, elle augmente quasiment pas. Et pour une moyenne comprise entre 1 et 3 euros de coût réel mensuel, eh ben, la personne peut compter sur une organisation. Donc après, elle choisit celle qui lui correspond le mieux, mais plus effectivement les organisations auront de poids dans les entreprises et au quotidien, moins on ira vers des situations difficiles à gérer physiquement et mentalement pour les salariés. Il ne faut pas non plus après, par contre, un bémol que ça devienne un État dans l'État, un contre-pouvoir et qu'on en arrive à certaines dérives non plus. Voilà, on n'est pas là-dedans. On n'a jamais été partisans, nous, de l'autogestion comparé à ceux qui aujourd'hui sont très, très, très libéraux. Merci Emmanuel. Avec On a plaisir. débordé un peu mais souci. c'était passionnant et effectivement, je pense que c'est important, en particulier pour les jeunes qui nous écoutent, les moins jeunes, de rappeler quel est le rôle d'un syndicat parce qu'ils voient toujours les syndicats par les stars qu'ils voient à la télé, à moustache ou sans moustache, avec cheveux ou sans cheveux, ou avec jupette pour certaines. Bref, le syndicalisme de base, c'est être présent, proche des salariés, pour pouvoir justement les défendre au plus proche. C'est pas forcément une vision complètement dogmatique. Alors juste quelqu'un a parlé de crédit d'impôt. Juste je vais préciser, quand on cotise un syndicat, les cotisations syndicales, mais de la même manière quand on donne un parti politique ou à des associations d'intérêt général, peuvent être défalqués de vos impôts. Et donc, pour les gens non imposables, ça peut faire un remboursement d'impôts. Et donc, effectivement, c'est important. Et c'est vrai que n'hésitez pas, rapprochez-vous des syndicats dans votre coin. Regardez ceux qui vous plaisent. Ne regardez pas forcément les étiquettes. Déjà, voyez comment vous vous sentez avec l'interlocuteur que vous avez en face. Et ça ne peut être qu'enrichissant. Parce que si on connaît mieux ses droits, tout bêtement, on va être mieux à argumenter. On va savoir si on est légitime ou pas à demander une augmentation, si on est légitime ou pas à demander un 13e mois, si on est légitime ou pas à demander des congés. Ah tiens, je viens d'arriver dans l'entreprise, est-ce que j'ai le droit de poser 3 semaines de congés? Le délégué syndical, il est aussi là pour expliquer que parfois non. On peut pas arriver poser 3 semaines de congés, sauf si c'est sans solde. Il faut accumuler des congés. Comment ça se calcule, et etc. Et justement, quand il y a un conflit, trouver la solution qui soit la plus pertinente pour tout le monde. Et ça, moi, je pense que c'est fondamental parce que souvent, on a tendance à rentrer dans des conflits sans fin et c'est pas bon pour personne. Et le bon syndicalisme, c'est aussi celui qui aide à faire de la médiation et à trouver des solutions et pas uniquement pousser les gens dans une logique conflictuelle où en fait chacun y perd en fait. Parfois on se dit voilà c'est toujours peut-être qu'on va gagner quelque chose. Aujourd'hui c'est de moins en moins le cas, donc effectivement il faut une solution, il faut essayer de trouver des issues rapides pour les salariés pour que le salarié ait des bonnes conditions ou s'il part qu'il parte dans de bonnes conditions
et qu'ils puissent vite tourner la page et passer à autre chose et pas rester dans des logiques conflictuelles des années. Donc, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Je pense qu'on te réinvitera sur des panels puisque on va développer cette matinale. On va essayer d'avoir plusieurs personnes sur certains sujets, etc. Et c'est toujours important d'avoir quelqu'un du milieu syndical qui soit pas en haut, justement, parce que l'idée c'est de faire parler les gens du peuple. Et donc n'hésitez pas. Alors, je vous cache pas. Et donc à nos auditeurs, je ne sais pas s'il y a une matinale demain, parce qu'on est en pleine préparation du voyage de Kazan, donc pour couvrir les BRICS, que vous imaginez même pas comment c'est compliqué l'administration, alors plus soviétique, mais russe, mais tout, il faut des lettres d'invitation et des reçus d'hôtel, et ces reçus doivent mentionner telle phrase et tel truc. Mais je n'en dirai pas plus parce que sinon, si on nous écoute, je vais encore avoir des problèmes avec mes papiers. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Ça. Je vous serai prévenu sur nos fils Telegram ou Twitter s'il y a une matinale demain. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on va avoir plein de numéros exceptionnels parce que on va commencer la couverture, si on y arrive, de l'étranger, justement, avec beaucoup de surprises à la clé. Et on vous parlera de ça. Et pour ceux qui le peuvent, donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, la partager sur WhatsApp, sur Telegram à vos amis, etc. Et pour ceux qui le peuvent, il y a un lien dans la description de la vidéo pour un petit don justement pour nous aider, moi, Georges et l'autre camarade Alexandre qui vient aussi à Kazan, de nous financer puisque avec les sanctions, c'est l'enfer et donc on ne peut pas faire financer par le média, on ne peut pas faire financer par des entités privées, donc on doit tout prendre sur nos fonds propres et je vous cache pas que ça douille. Et donc c'est vrai que tout ça on le fait pour la cause, mais voilà, la cause coûte beaucoup. Et donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à toi aussi Emmanuel, merci d'être resté jusque-là. Merci à toi. Au revoir.